Ce signal avait traversé l'espace pendant 200 millions d'années, et, lorsqu'il atteignit enfin la Terre, il s'accompagna d'un récit captivant. Il pourrait même nous permettre d'élucider une énigme qui perdure depuis 18 ans. Nous avons détecté celui-ci en 2022. Il s'agissait d'une flambée d'ondes radio d'une intensité exceptionnelle. Bien qu'il n'ait duré qu'une fraction de seconde, il surpassa en éclats des galaxies entières. Au départ, ce signal ne retint guère l'attention, car nous avions déjà observé des phénomènes similaires. C'était un sursaut radio rapide, ou FRB. Ces manifestations restent une énigme depuis des années, notamment parce que nous ignorons totalement leur origine. Les FRB sont de brèves et intenses décharges d'énergie qui nous parviennent de toutes les régions de l'univers. Leur durée n'excède pas 3 secondes, ce qui les rend difficiles à capter. Pourtant, il est presque impossible de ne pas les remarquer, tant leur puissance défie l'entendement. Un seul sursaut peut libérer autant d'énergie que le Soleil sur une journée entière. Ils nous intriguent depuis 2007. Nous avons enregistré plus d'1 millier de ces signaux, provenant d'un peu partout, de notre propre galaxie jusqu'à des régions situées à 8 milliards d'années-lumière. Aucun, cependant, n'a livré le moindre indice quant à son origine ou sa signification. Au moins, nous savons qu'ils ne résultent pas d'une activité extraterrestre. Ils doivent être générés par un phénomène récurrent. Et ce dernier signal pourrait enfin nous fournir des réponses. Il n'a duré que 2 millisecondes et n'était pas particulièrement lumineux. Mais en l'examinant de plus près, les chercheurs se sont aperçus qu'ils allaient, pour la première fois, pouvoir le localiser avec précision. Ils se sont immédiatement attelés à la tâche. L'analyse a révélé que cette impulsion provenait d'une galaxie située à environ 200 millions d'années-lumière. En d'autres termes, ces ondes radio ont voyagé pendant tout ce temps avant d'atteindre la Terre. Le signal fluctuait de façon singulière, un phénomène connu sous le nom de scintillation. Lorsque la lumière ou les ondes radio se propagent jusqu'à nous, elles peuvent inopinément croiser des nuages de gaz. Les particules et les ondes se heurtent alors à ces masses, ce qui perturbe légèrement le signal. Ainsi, lorsqu'il nous est parvenu, il était quelque peu altéré. Pourtant, c'est précisément ce nuage qui nous a permis d'identifier avec exactitude l'origine de ce signal. Il s'avère qu'il provenait d'une étoile à neutrons, des objets d'une rare fascination. Ces astres sont les vestiges d'étoiles, à l'existence brève mais flamboyante. Lorsqu'une immense étoile, bien plus massive que notre Soleil, épuise son carburant, elle devient incapable de soutenir sa propre masse. Elle disparaît alors dans une explosion connue sous le nom de supernova. Dans ces derniers instants, son noyau s'effondre sous l'effet d'une gravité extrême, engendrant ainsi l'un des objets les plus denses de l'univers. Par curiosité, comparons cela à l'osmium, l'élément le plus dense que l'on trouve sur Terre. Un simple petit cube d'osmium pèserait environ 360 grammes, ce qui est déjà considérable. Ainsi, 30 décimètres cubes de cet élément atteindraient un poids stupéfiant de 640 kg, soit l'équivalent d'une vache de taille moyenne. Maintenant, tâchez de deviner la masse d'un cube minuscule extrait d'une étoile à neutrons. Ce serait un poids effarant de 7 milliards de tonnes. Oubliez l'idée même de le tenir dans votre main. Un tel objet déformerait la structure même de la réalité qui l'entoure. C'est un peu comme tenter d'imaginer le mont Everest réduit à la taille d'une bille. Une vision difficilement concevable. Malgré leur masse colossale, ces étoiles sont d'une taille étonnamment réduite, à peine 10 km de rayon, soit l'équivalent d'une ville. Pourtant, leur poids dépasse celui du Soleil lui-même. Mais si cela ne vous impressionne pas déjà, sachez que l'étoile à neutrons dont il est question n'était pas une étoile ordinaire. Il s'agissait d'un magnétar. Un magnétar est une catégorie rare d'étoiles à neutrons. Lorsqu'une telle étoile voit le jour, il n'y a qu'une chance sur 10 qu'elle devienne un magnétar. Ce phénomène se produit si, au moment de l'effondrement stellaire, son champ magnétique s'accroît de manière incontrôlable. La rotation s'accélère, l'intérieur est en pleine effervescence, et soudain, un champ magnétique 1000 milliards de fois plus puissant que celui de la Terre surgit. Et ce n'est pas tout. Ces champs figurent parmi les plus extrêmes de l'univers, au point de pouvoir désintégrer les atomes. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils pulvérisent tout ce qui les entoure, formant ainsi une mer incandescente de particules électriquement chargées, appelée plasma. Le champ magnétique, déchaîné, tord et déforme ce plasma à sa guise, transformant la scène en un véritable chaos brûlant. Tout y est en perpétuel mouvement, collision, dispersion, absorption, un environnement peu propice à la détente. Mais revenons à notre protagoniste.
Le magnétar dont nous parlons baignait lui aussi dans cette soupe de plasma et était entouré d'un champ invisible aux effets redoutables. Et c'est précisément de là que provenait le mystérieux signal. Il était né quelque part dans cet environnement infernal, à une distance de 10 000 km du magnétar. Cela peut sembler considérable, mais en réalité, cette distance est inférieure à celle qui sépare New York de Singapour. Un fait intrigant demeure. Comment un sursaut radio a-t-il pu s'échapper d'un tel endroit? En règle générale, ces émissions sont soit bloquées, soit absorbées. La plupart du temps, les ondes radio restent piégées sur place, comme dans une cage. Or, dans ce cas précis, l'une d'elles a réussi à se libérer, ce qui signifie qu'un phénomène a littéralement perforé le plasma. L'énergie s'est comportée de manière imprévisible, se tordant et se réorganisant d'une façon qui a favorisé l'émission d'ondes radio. Tout cela suggère que les sursauts radio rapides, ou FRB, proviennent probablement d'étoiles à neutrons, qu'il s'agisse de magnétars ou de pulsars. Récemment, les astronomes ont conçu un télescope révolutionnaire baptisé CHIM, l'expérience canadienne de cartographie de l'intensité de l'hydrogène. Un nom à rallonge, certes, mais cet instrument détecte des FRB au quotidien. Les FRB ne cessent de nous surprendre. La même année, nous avons découvert un sursaut radio dont les pics périodiques s'étendaient sur plus de 3 secondes, une durée bien plus longue que la moyenne. Celui-ci pourrait, lui aussi, être issu d'une étoile à neutrons. Si seuls les FRB issus d'étoiles à neutrons nous parvenaient, ils seraient sans doute bien plus rares. Tout porte à croire que ces signaux sont très variés et peuvent provenir d'une multitude de sources, y compris des abords de trous noirs. Il existe donc plusieurs théories concernant leur origine. Par exemple, ils pourraient résulter de la collision de 2 étoiles. Un choc aussi monumental dégagerait une énergie inimaginable et anéantirait totalement les astres impliqués. Certains astronomes pensent que ce phénomène pourrait expliquer les sursauts radio rapides. Toutefois, de tels événements sont d'une rareté extrême. D'autant plus que certains FRB se répètent. Si la majorité d'entre eux ne sont qu'un bref éclair avant de disparaître, d'autres semblent scintiller, comme celui que nous avons mentionné. Certains suivent même des cycles bien définis. Prenons l'exemple d'un répétiteur bien connu. Il fonctionne sur un cycle de 16 jours. Pendant 4 jours, il émet frénétiquement, puis reste silencieux durant 12 jours, avant de recommencer. Ce comportement est difficile à expliquer, même avec les étoiles à neutrons. Un mécanisme astrophysique unique doit forcément être à l'œuvre, impliquant peut-être un objet en orbite autour d'un autre. Quoi qu'il en soit, une collision stellaire ne pourrait justifier que des signaux uniques, jamais réitérés. Une autre hypothèse fascinante est celle du blizzard. Derrière ce nom étrange se cache un phénomène dramatique, la transformation d'une étoile à neutrons en trou noir. Un tel événement produirait une intense rafale d'ondes radio. Mais encore une fois, il serait excessivement rare et ces signaux ne devraient pas se répéter. Les trous noirs eux-mêmes restent une piste très sérieuse. Ils sont au cœur de nombreuses théories sur les FRB. Se pourrait-il que ces impulsions radio résultent de la chute d'une étoile à neutrons dans un trou noir? Ou bien du propre effondrement d'un trou noir? Peut-être même d'une interaction entre la matière noire et un trou noir? Qui sait? À ce stade, toutes les hypothèses méritent d'être explorées. Bien sûr, l'idée qui enthousiasme le plus est celle d'une origine extraterrestre. Peut-être que tous ces signaux ne viennent pas d'une intelligence inconnue, mais une fraction d'entre eux pourrait être le message d'une civilisation avancée. Toutefois, cette hypothèse demeure hautement improbable. Les FRB proviennent de toutes les régions du ciel et de distances très variées. De plus, ils sont pour la plupart similaires, ce qui serait étonnamment complexe à reproduire pour une civilisation intelligente. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve en matière de découvertes? Toutes les planètes du système solaire s'alignent lentement. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne et Neptune sont sur le point de former une ligne droite. Cet événement qu'on appelle une parade de planètes se produit une fois tous les 176 ans. La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a près de 40 ans. C'était une chance unique d'explorer toutes ces planètes d'un coup. Le 20 août 1977, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le centre spatial Kennedy de la NASA pour assister au lancement de la mission spatiale la plus lointaine et ambitieuse de l'histoire. 5, 4, 3, 2, 1, allumage. La fusée Titan a décollé de la Terre et quitté l'atmosphère.
Une fois dans l'espace, elle a lancé la sonde Voyager 2, qui a commencé son voyage. Cette sonde mesurait environ 50 cm de haut pour 1,80 m de long et était équipée d'une antenne parabolique de 3,70 m de diamètre. La plupart des équipements scientifiques étaient montés sur une perche qui s'étendait à 2,50 m vers l'extérieur. Le 5 septembre 1977, Voyager 1, une sonde identique, a quitté notre planète. Elle nous a envoyé des photos de la Terre et de la Lune. Elle a rapidement dépassé Voyager 2, lancée 2 semaines plus tôt. C'est pourquoi la deuxième sonde portait le numéro 1. Et c'est ainsi qu'a commencé son voyage dans le néant. Le 5 mars 1979, à environ 4 fois la distance entre la Terre et le Soleil, Voyager 1 s'est approchée de Jupiter, prête à l'analyser à l'aide d'une douzaine de gadgets, dont un système de caméras comprenant différents objectifs. Elle pouvait ainsi prendre des photos de la planète avec la caméra grand angle ainsi que des gros plans de certains endroits spécifiques, de la géante gazeuse et de ses satellites. La sonde disposait également d'un équipement capable de déterminer la composition atmosphérique, le poids et les champs gravitationnels des planètes qu'elle rencontrait. Des spectromètres à infrarouge et ultraviolet pouvaient mesurer les radiations et températures invisibles à l'œil humain. Divers capteurs analysaient les rayons cosmiques. Voyager 1 a ainsi découvert des volcans en dehors de la Terre. Il se trouvait sur le satellite de Jupiter, Io, qui possède des dizaines de volcans actifs, crachant constamment de la lave. Puis la sonde a pointé ses caméras sur la grande tache rouge. On a ainsi appris qu'il s'agissait d'une tempête géante ressemblant à un cyclone qui ne s'est jamais arrêté depuis le début des observations de Jupiter. C'est aussi la première fois que des éclairs étaient détectés en dehors de notre planète. Voyager 1 a aussi remarqué que Io agissait comme un générateur électrique pour Jupiter. Des ions, qui sont des particules chargées, volaient constamment vers la géante gazeuse, formant un courant électrique de 5 millions d'ampères. Voyager 1 continua ensuite son voyage. 5 mois plus tard, Voyager 2 s'est aussi approché de Jupiter. Cette planète a des anneaux autour d'elle, mais différents de ceux de Saturne. Quand les satellites rocheux de Jupiter sont entrés en collision, ils ont formé de petits débris qui se sont progressivement transformés en fine poussière. Puis Voyager 2 s'est approché d'Europe. Cette lune est recouverte d'une croûte de glace protégeant un océan liquide qui pourrait héberger la vie. Voyager 2 a été la première à photographier les fissures dans cette croûte de glace. En volant près de Io, Voyager 2 a découvert que 6 volcans de sa surface étaient encore en éruption. Cela signifie que les périodes d'activité de ces volcans pouvaient durer plusieurs mois. Les 2 sondes spatiales ont fait plusieurs fois le tour de Jupiter, puis elles se sont enfoncées plus loin dans l'espace. Une telle manœuvre gravitationnelle leur permettait de gagner en vitesse et d'économiser du carburant. Le 9 novembre 1980, Voyager 1 avait déjà parcouru 8 fois la distance Terre-Soleil. Elle arriva vers Saturne et découvrit 3 nouveaux satellites de la géante gazeuse, Atlas, Prométhée et Pandore. Cela prouva la théorie selon laquelle ces satellites étaient des lunes maintenant les anneaux de Saturne alignés. Il s'est aussi avéré que, contrairement à Jupiter, ces anneaux contenaient aussi de la glace. Voyager 1 a observé Titan, le plus grand satellite de Saturne. Il est 50% plus grand que notre Lune et a même une atmosphère. C'est le seul endroit du système solaire à part la Terre où la présence d'eau liquide ait été prouvée. C'est pourquoi les scientifiques ne nient pas la possibilité de vie là-bas. Voyager 1 a ensuite quitté l'orbite de Saturne, mais en prenant cette fois de la hauteur par rapport à l'alignement des planètes. Presque un an plus tard, Voyager 2 est arrivé et a survolé plusieurs satellites glacés de Saturne. On pense qu'il y a longtemps, ces lunes sont entrées en collision et ont projeté d'énormes morceaux de glace et de roches dans l'espace. En orbitant autour de Saturne, ces débris se sont lentement transformés en poussière composée de glace et de roches, donnant ainsi naissance aux fameux anneaux de Saturne. Voyager 2 est ensuite partie vers sa prochaine cible, située à 17 fois la distance Terre-Soleil, où elle arriva 5 ans plus tard. Pour la toute première fois, un objet fabriqué par l'homme s'approcha d'Uranus. Voyager 2 y a découvert 11 nouvelles lunes. Elle a aussi découvert qu'Uranus était la planète la plus froide du système solaire. Sa température est de moins 213 degrés Celsius. C'est 4 fois plus froid que la température du pôle Sud. À ce moment, la Deep Space Network était testée pour la première fois sur Terre.
Il s'agit d'un réseau de radiotélescopes répartis sur toute la planète qui visent certains points du ciel pour établir une communication avec des objets extrêmement éloignés. Ces télescopes ont reçu avec succès les signaux de Voyager 1 et Voyager 2. Le 25 août 1989, Voyager 2 avait déjà parcouru 23 fois la distance Terre-Soleil pour arriver à Neptune. C'était la première fois que l'on recevait des images de cette planète bleue d'aussi près. La sonde y a découvert 6 nouvelles lunes et a également pris les premières photos des anneaux de Neptune. Les ingénieurs ont ensuite coupé les caméras de la sonde afin d'économiser de l'énergie pour son ordinateur principal et les instruments mesurant les vents solaires et interstellaires. Voyager 2 a ensuite quitté Neptune pour se diriger vers l'espace lointain, là où elle n'avait plus besoin de caméras. Quelques mois plus tard, Voyager 1 a envoyé sa dernière photo à la Terre. C'est un portrait de famille de notre système solaire tout entier. Chaque point pâle montre une planète. On reconnaît à peine la Terre. Sa caméra a ensuite été coupée pour économiser de l'énergie. C'était le début de la mission interstellaire de Voyager 1. Pendant 15 ans, la sonde a volé aux confins du système solaire. Le 16 décembre 2004, elle a traversé le choc terminal. C'est là que le vent solaire ralentit soudainement et se réchauffe après être entré en collision avec le vent interstellaire. Voyager 1 a réussi à endurer cette épreuve et a poursuivi son aventure. En 2007, Voyager 2 a traversé la même frontière. À ce moment, ses capteurs ont enregistré une température d'environ 130 degrés, mais la sonde a réussi à y résister et a poursuivi son voyage dans le cosmos. Les deux sondes se sont ensuite déplacées dans des directions différentes. Elles ont ainsi découvert que l'héliosphère, cette bulle de vent solaire, n'était pas parfaitement ronde mais ressemblait plutôt à un œuf. Le 25 août 2012, Voyager 1 est devenu le premier objet fabriqué par l'homme à entrer dans l'espace interstellaire. C'est aussi l'objet artificiel envoyé le plus loin de toute l'histoire de l'humanité. Le 5 novembre 2018, Voyager 2 a également quitté le système solaire, poursuivant également son voyage dans l'espace lointain. Les deux sondes voyagent maintenant depuis 44 ans. Voyager 1 a parcouru 153 fois la distance Terre-Soleil en filant à plus de 60 000 km/h. Dans environ 300 ans, les sondes atteindront le nuage de Oort. Il s'agit d'une région hypothétique entourant le système solaire où il n'y a que des astéroïdes et des blocs de glace. Les scientifiques pensent que les sondes pourraient atteindre les étoiles les plus proches dans les 40 000 prochaines années. Peut-être qu'un jour elles exploreront des mondes inconnus. Elles pourraient découvrir des planètes ressemblant à la nôtre. Elles pourraient même rencontrer une civilisation intelligente. C'est pour cela que chaque sonde transporte un disque d'or sur lequel figure un message contenant 115 images, dont nos systèmes numériques, une carte du système solaire, des images de ces planètes, des diagrammes de l'ADN humain, des portraits d'humains, des paysages terrestres, des salutations traduites dans 55 langues de la Terre, y compris les plus anciennes et les plus récentes, et également 90 minutes de musique provenant de différents endroits de notre planète. Les sondes Voyager transportent aussi un dispositif permettant de lire ces sons. Si une autre civilisation reçoit cet enregistrement, ces scientifiques pourront alors le décoder et ils pourraient décider de nous rendre visite. Ils devraient cependant répéter le voyage inverse de Voyager, soit des dizaines d'années-lumière à travers l'espace intersidéral, entrer dans notre système solaire et enfin survoler Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars et la ceinture d'astéroïdes en direction de notre petite planète bleue. Nous pouvons seulement espérer que notre civilisation sera alors assez développée pour les accueillir. Le 20 août 1977, la mission spatiale la plus ambitieuse de l'histoire a décollé de la Terre. L'objectif principal de Voyager 2 était d'étudier de près le système solaire externe. Cela a été rendu possible par un alignement rare de planètes. Voyager 2 était censé étudier toutes les géantes gazeuses du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les astronomes espéraient aussi qu'elle serait capable de trouver et d'explorer le bord du système solaire. Comme Voyager 2 a été construite pour les voyages interstellaires, la sonde a été équipée d'une grande antenne de 4 mètres de large, permettant à la sonde d'envoyer vers la Terre les données qu'elle recueillait. Pendant son voyage, la sonde spatiale a découvert une 14e lune de Jupiter. Voyager 2 est le seul vaisseau spatial à avoir étudié les 4 planètes géantes de près. C'est aussi le premier objet fabriqué par l'homme à être passé devant Uranus, où il a découvert 2 nouveaux anneaux et 10 nouvelles lunes.
Voyager 2 a aussi survolé Neptune et a détecté sa grande tache noire. Il s'agit d'une tempête tournoyante colossale dans l'hémisphère sud de la planète. La tempête a la taille de la Terre et se déplace à une vitesse de 2400 km/h. Ces vents sont les plus forts jamais enregistrés sur une planète du système solaire. Dans l'histoire de l'exploration spatiale, seuls 5 vaisseaux ont réussi à quitter l'attraction gravitationnelle du système solaire. Il s'agit de Pioneer 10 et 11, Voyager 1 et 2 et New Horizons. Les humains lancent des milliers d'objets dans l'espace. Ces objets surmontent facilement la gravité de la Terre, mais le Soleil est environ 300 000 fois plus massif que notre planète. C'est pourquoi son attraction gravitationnelle est bien plus difficile à combattre. Plus impressionnante encore, Voyager 2 est le deuxième objet fabriqué par l'homme dans l'histoire à avoir atteint l'espace entre les étoiles après avoir traversé l'héliosphère. C'est une bulle de champ magnétique et de particules produite par le Soleil et qui protège le système solaire. 2 ans après son lancement, Voyager 2 a commencé à transmettre les premières images de Jupiter. La sonde spatiale a fourni aux scientifiques des informations indispensables sur Io et Europe, 2 des plus grandes lunes de Jupiter. Puis la mission spatiale est passée à côté de la géante gazeuse elle-même. La distance entre le vaisseau spatial et la planète était d'environ 650 000 km. C'est alors que la sonde a remarqué des changements dans la forme et la couleur de la grande tache rouge. Il s'agit d'un énorme système de tempêtes à longue durée de vie, comme un ouragan sur Terre, mais beaucoup plus grand. 2 ans plus tard, Voyager 2 a atteint Saturne. Elle a découvert des rayons et des irrégularités dans certains des anneaux de la planète. Alors que la sonde volait derrière et au-delà de la géante gazeuse, elle a traversé le plan des anneaux de Saturne. À ce moment-là, la vitesse de Voyager était d'environ 13 km par seconde. Pendant plusieurs minutes, la sonde a été frappée par des milliers de grains de poussière de la taille d'1 micron. Cela n'a cessé de modifier la direction de la sonde et ses jets de contrôle ont dû se déclencher plusieurs fois pour stabiliser l'engin. Après avoir exploré Uranus et Neptune, Voyager 2 s'est ensuite dirigé hors du système solaire. Ces instruments ont été mis en mode faible puissance pour économiser de l'énergie. En août 2007, la sonde a passé le choc terminal. C'est la frontière qui marque la limite extérieure de l'influence du Soleil. Là, le vent solaire faiblit. À l'été 2013, la sonde a atteint l'espace interstellaire. Quand il s'agit d'envoyer et de recevoir des signaux dans l'espace, il y a 3 facteurs à garder à l'esprit. La distance, la puissance et le temps. Plus un vaisseau spatial est éloigné, plus un signal doit parcourir de distance avant de l'atteindre. Et plus il faut de temps à ce signal pour rattraper le vaisseau spatial. Et quand il y arrive enfin, il est extrêmement faible. Un autre problème est qu'une fois que le vaisseau spatial est lancé, il ne peut pas être rénové. Il est coincé avec la technologie dont il a été équipé à son décollage. De plus, les sondes spatiales comme Voyager 2 sont alimentées par du carburant radioactif. Lorsque le matériau spécial se désintègre par radioactivité, il dégage de la chaleur, laquelle est convertie en électricité. Malheureusement, plus le matériau se désintègre, moins le vaisseau spatial a de puissance pour recevoir et transmettre des signaux radio. Malgré ce problème, nous n'avons pas encore perdu la connexion avec Voyager 1 et 2. C'est parce que de nouvelles technologies plus puissantes apparaissent sur Terre. Les signaux que l'on envoie peuvent aller beaucoup plus loin qu'avant. C'est pourquoi il a été possible de rester en contact avec Voyager 2, qui est entré dans l'espace interstellaire en 2018 et qui s'est déjà éloigné de la Terre de près de 19 milliards de kilomètres. Mais en mars 2020, la pièce principale de l'équipement qui permettait aux scientifiques d'échanger des signaux avec le vaisseau spatial s'est éteinte. Après l'arrêt des communications avec la sonde, la NASA a passé environ 11 mois à mettre à niveau son Deep Space Network et à installer un nouveau matériel. Le DSN est un réseau international d'énormes antennes radio qui aide les astronomes sur Terre à communiquer avec les missions interplanétaires. Ces antennes sont situées en Californie, à Madrid et à Canberra. Celle utilisée pour garder le contact avec Voyager 2 est une antenne de 70 mètres de large à Canberra. C'est le seul équipement capable d'envoyer des directives qui peuvent atteindre la sonde. Cette antenne, connue sous le nom de DSS-43, a commencé à fonctionner en 1972, 5 ans avant les lancements de Voyager 1 et 2. À l'époque, elle ne mesurait que 64 mètres de diamètre. Depuis, l'antenne a subi de nombreuses réparations et améliorations. Mais ces 11 mois ont été les plus longs pendant lesquels l'antenne aura été hors ligne. En octobre 2020, l'antenne était enfin prête pour un essai après toutes les remises à niveau et autres réparations.
Les opérateurs de la mission ont envoyé une série de commandes à Voyager 2. Et après plusieurs mois de silence radio, la sonde a renvoyé le signal. La sonde a confirmé qu'elle avait entendu l'appel. Ensuite, le vaisseau spatial a exécuté les commandes. Pendant que l'antenne était hors ligne, les opérateurs de la mission pouvaient effectivement recevoir des données scientifiques et des nouvelles de l'état de Voyager 2. Les astronomes ont continué à recevoir des données de l'espace interstellaire, la région située à l'extérieur de l'héliosphère du Soleil. Mais ils ne pouvaient pas envoyer de commande à la sonde, car elle était trop éloignée de la Terre. L'antenne améliorée a été équipée de 2 nouveaux émetteurs radio, et cela a été fait juste à temps. L'un des émetteurs, qui était utilisé pour communiquer avec Voyager 2, n'avait pas été remplacé depuis presque 50 ans. L'antenne a aussi reçu de nouveaux équipements de refroidissement et de chauffage, et d'autres éléments électroniques nécessaires pour supporter les émetteurs avancés. Une chose curieuse à propos du Deep Space Network est que ces antennes radio sont positionnées de manière très précise. Elles sont espacées de manière égale autour du globe. De cette façon, presque tous les vaisseaux spatiaux peuvent rester en contact avec au moins une installation à tout moment. Mais Voyager 2 est une exception. En 1989, elle a effectué un survol rapproché de Triton, la lune de Neptune. C'était la seule rencontre rapprochée que l'on ait eue avec la 8e planète du système solaire et sa lune. À propos, Triton est le plus grand objet connu qui serait né dans la ceinture de Kuiper. C'est un anneau en forme de beignet autour du Soleil, rempli d'objets glacés. Voyager 2 a découvert le système d'anneaux de Neptune et ses minuscules lunes intérieures. La sonde a aussi recueilli beaucoup d'informations étonnantes sur Triton. Par exemple, il est apparu clairement que la Lune était couverte de cryovolcans. Au lieu de cracher de la roche en fusion, ces volcans crachent de la glace composée d'eau, d'ammoniac et de méthane. Lorsque la sonde spatiale New Horizons est passée devant Pluton plus de 25 ans plus tard, elle a découvert le même phénomène sur la planète naine. Quoi qu'il en soit, pour faire ce détour, Voyager 2 a dû passer au-dessus du pôle nord de la géante de glace. Mais cela a modifié la trajectoire de la sonde, la faisant dévier vers le sud par rapport au plan des planètes. Depuis, Voyager 2 se déplace dans cette direction. Et maintenant, la sonde est si loin qu'elle est hors de portée des antennes radio de l'hémisphère nord, celles de Madrid et de Californie. Cela fait de DSS 43, qui se trouve dans l'hémisphère sud, la seule antenne suffisamment puissante et diffusant juste la bonne fréquence pour envoyer des commandes à Voyager 2. Voyager 1, la jumelle de la sonde, qui voyage plus vite, n'a quant à elle pas modifié sa trajectoire. Après être passée devant Saturne, elle a pris un chemin différent. C'est pourquoi aujourd'hui, elle peut facilement communiquer avec les 2 installations de l'hémisphère nord. La mise à niveau dont a bénéficié le complexe de Canberra peut aussi profiter à d'autres missions spatiales, comme par exemple le rover martien Perseverance qui a atterri sur la planète rouge le 18 février 2021. L'antenne sera également cruciale pour l'exploration d'autres planètes et de la Lune. Regardez ça! Des astronomes ont récemment découvert une étoile à neutrons, aussi appelée étoile morte, tournant à la vitesse extraordinaire de 716 tours par seconde. C'est l'une des étoiles les plus rapides que nous ayons jamais trouvées dans l'univers. Et il n'y a pas que sa vitesse. La surface de cette étoile à neutrons est en éruption constante, avec des explosions surpuissantes. Mais avant de nous plonger dans le mystère de cette étoile à neutrons, voyons ce que sont réellement ces objets. Ils se forment à partir des restes d'étoiles massives, dont la masse est au moins 8 fois celle du Soleil. Lorsque ces étoiles épuisent leur combustible nucléaire, elles ne peuvent plus contrer la force de gravité qui attire leur matière vers l'intérieur. Cela entraîne l'effondrement de leur noyau et déclenche une gigantesque explosion de supernova qui fait voler en éclats les couches extérieures de l'étoile. Ce qui reste est un noyau ultra dense, une étoile à neutrons. Ces vestiges stellaires sont incroyablement petits, généralement d'une largeur de seulement 19 km. Et pourtant, leur masse est supérieure à celle du Soleil. La densité des étoiles à neutrons est également très impressionnante. Imaginez que vous preniez la masse de 2 soleils et que vous la compressiez en une sphère de la taille d'une ville. Une seule cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèserait environ 10 millions de tonnes. C'est l'équivalent du poids combiné de 85 000 baleines bleues. Cette densité extraordinaire est à l'origine des champs gravitationnels extrêmement puissants des étoiles à neutrons. Lorsque de la matière tombe sur une étoile à neutrons, elle accélère jusqu'à atteindre une vitesse de plusieurs millions de kilomètres par heure avant de percuter la surface. L'énergie libérée par de tels impacts est vraiment stupéfiante. Malgré son nom, une étoile à neutrons ne contient pas que des neutrons. Quelques protons y survivent également. Normalement,
Les protons se repoussent mutuellement du fait qu'ils présentent une même charge positive. Mais dans une étoile à neutrons, la gravité écrasante les rapproche tellement que la force nucléaire prend inexorablement le dessus. Elle les attire vers les neutrons comme s'ils faisaient tous partie de la même équipe. À l'intérieur de l'étoile, plus on descend, plus les choses deviennent étranges. Près de la surface, les neutrons s'agglutinent en amas, un peu comme des gnocchis de neutrons. Un peu plus bas, ces amas s'assemblent en longues chaînes, formant ce que les scientifiques appellent la couche spaghetti. Je commence à avoir faim. À des pressions encore plus élevées, les chaînes spaghetti fusionnent côte à côte, créant des feuilles plates, des lasagnes de neutrons. Continuez à descendre encore plus profondément et les lasagnes finissent par se décomposer en une masse uniforme. Mais même alors, la structure n'est pas lisse. Il y a des espaces, de longs vides en forme de tube qui ressemblent beaucoup aux pâtes pennes. Ainsi, à l'intérieur d'une étoile à neutrons, vous avez des couches de gnocchi, de spaghettis, de lasagnes et de pennes. Et chacune de ces couches illustre les résultats époustouflants de la physique sous une pression démentielle. Bon, je vais certainement manger italien aujourd'hui. Cette étoile à neutrons récemment découverte fait partie d'un système binaire situé dans un amas d'étoiles denses. Cet amas est situé près du centre de la Voie lactée, à environ 26 000 années-lumière de la Terre, en direction de la constellation du Sagittaire. La vitesse de rotation record de cette étoile est extraordinaire. Si l'on prend une période non pas d'une seconde, mais d'une minute, on obtient plus de 42 000 rotations. Cette nouvelle venue est à égalité avec une autre étoile à neutrons. Elles tournent toutes deux exactement à la même vitesse. Des vitesses de rotation aussi extrêmes sont rares, et font de ces étoiles des cas particuliers en termes de comportement et de propriétés. Mais ce n'est pas tout. Nous ne pouvons pas ne pas mentionner le partenaire binaire de notre étoile à neutrons. Il s'agit d'une naine blanche, le vestige dense d'une étoile similaire à notre Soleil en termes de taille. Cette naine blanche est également très rapide. Elle orbite autour de l'étoile à neutrons toutes les 11 minutes. Cela fait du couple un système binaire avec la période orbitale la plus courte jamais observée. Imaginez un objet stellaire tournant autour de son partenaire plus vite qu'il ne faut pour préparer une tasse de café. Oui, c'est le genre de vitesse dont nous parlons ici. Cette orbite serrée et rapide nous montre à quel point les forces gravitationnelles sont puissantes à l'intérieur du système. Vous vous demandez peut-être pourquoi les étoiles à neutrons tournent si vite. C'est une question de conservation du moment cinétique. Je m'explique. Lorsqu'une étoile massive s'effondre pour devenir une étoile à neutrons, elle rétrécit considérablement. Une compression aussi rapide accélère instantanément sa rotation. C'est comme un patineur qui tourne plus vite lorsqu'il rentre ses bras. Et plus l'étoile est petite, plus elle tourne vite, ce qui entraîne des vitesses de rotation extrêmes. Dans les systèmes binaires comme celui-ci, les étoiles à neutrons peuvent atteindre des vitesses de rotation encore plus élevées. Leur astuce consiste à voler de la matière à leurs étoiles compagnes. On appelle ce processus chapardage. Non, je plaisante. Ça s'appelle l'accrétion. La matière volée est porteuse d'un moment cinétique qui augmente la vitesse de rotation de l'étoile à neutrons. Cette matière peut également s'accumuler à la surface de l'étoile à neutrons, ce qui finit par déclencher de puissantes explosions thermonucléaires. Elle libère d'immenses quantités d'énergie, donnant temporairement à l'étoile une luminosité jusqu'à 100 000 fois supérieure à celle du Soleil. Cela permet aux astronomes d'étudier les détails complexes de ces environnements extrêmes. L'instrument à rayons X de la NASA à bord de la Station spatiale internationale, officiellement appelé Neutron Star Interior Composition Explorer, et heureusement surnommé NICER, a observé 15 explosions thermonucléaires à la surface de notre étoile à neutrons entre 2017 et 2021. L'une de ces explosions a révélé un motif unique appelé oscillation thermonucléaire, qui sont des taches de luminosité très asymétriques sur les couches superficielles brûlantes des étoiles à neutrons en accrétion. Ce motif correspondait à la vitesse de rotation de l'étoile et confirmait ainsi sa vitesse extrême. Mais attendez, le meilleur reste à venir. Si les étoiles à neutrons sont déjà extrêmes, il en existe une autre catégorie qui élève le niveau d'un cran, les magnétars. Les magnétars sont des étoiles à neutrons dotées de champs magnétiques incroyablement puissants, jusqu'à 1000 billions de fois plus puissants que le champ magnétique terrestre. Ces champs les distinguent des autres étoiles à neutrons. Ils peuvent déformer les atomes des objets proches, rendant la vie impossible à proximité. Quant à la densité d'énergie du champ magnétique d'un magnétar, elle est extrêmement élevée, soit 10 000 fois supérieure à la densité de masse du plomb. Les magnétars produisent également des sursauts de rayons X et de rayons gamma si puissants qu'ils peuvent temporairement éclipser des galaxies entières.
Ces sursauts sont souvent déclenchés par des séismes stellaires, des déplacements violents de la croûte du magnétar causés par ses propres champs magnétiques. Par exemple, en 2004, un sursaut gamma provenant d'un magnétar a été si puissant qu'il a perturbé l'ionosphère terrestre. Il a frappé la Terre, et il était si intense que plusieurs satellites ont pu le détecter. Le satellite Swift, construit spécifiquement pour détecter les sursauts gamma de l'univers, n'a pas seulement enregistré l'explosion, il a été frappé par une telle énergie que ses capteurs ont été complètement surchargés. Et Swift ne se trouvait même pas en face du sursaut. L'énergie était si forte qu'elle a traversé l'engin spatial et a submergé ses caméras. Si un magnétar était situé aussi près de la Terre que la Lune, son champ magnétique supprimerait toutes les données des cartes de crédit de la planète en effaçant les bandes magnétiques. Voilà le niveau de puissance auquel nous avons affaire ici. Les magnétars sont extrêmement actifs, mais pour une durée relativement courte. Leurs champs magnétiques intenses s'affaiblissent après environ 10 000 ans. Après cela, ils cessent d'émettre de puissants rayons X et gamma. Les astronomes pensent qu'il existe au moins 30 millions de magnétars inactifs dans la seule Voie lactée. Ces vestiges cosmiques silencieux sont dispersés dans toute la galaxie. Les étoiles à neutrons et les magnétars servent de laboratoire pour la physique extrême. Ils permettent aux astronomes de mieux comprendre le comportement de certaines matières dans des conditions que vous ne pourriez jamais reproduire sur Terre. L'incroyable densité de ces objets aide les scientifiques à comprendre ce qui se passe lorsque les protons et les électrons sont comprimés ensemble pour former des neutrons. Cela crée des états de la matière qui n'existent nulle part ailleurs dans l'univers. Ces violentes explosions sur les étoiles à neutrons et les magnétars jouent également un rôle essentiel dans la formation d'éléments lourds, tels que l'or et le platine. Ces éléments sont dispersés dans tout l'univers lors de ces événements énergétiques pour finalement faire partie des planètes et des étoiles, et de vous et moi. D'ailleurs, l'instrument NICER de la NASA a joué un rôle clé dans la découverte du mystère des étoiles à neutrons. Sa capacité à détecter les rayons X avec une grande précision a permis aux astronomes d'étudier la rotation rapide de l'étoile dont nous avons parlé, ainsi que les explosions thermonucléaires qui se produisent à sa surface. Vraiment époustouflant. À une vitesse fulgurante, cet objet mystérieux traverse notre galaxie à près d'1,6 million de kilomètres à l'heure. Sa rapidité est telle qu'il pourrait même échapper à l'emprise gravitationnelle de la Voie lactée. Tandis que les scientifiques s'efforcent d'élucider la nature exacte de cette curiosité cosmique, lançons-nous dans l'espace pour mieux en comprendre les mystères. L'objet en question, c'est WIS J1249, évolue actuellement à une distance de 400 années-lumière de la Terre. Observons-le de plus près pour déterminer s'il pourrait être une sonde errante. Cela semble peu probable en raison de sa taille impressionnante. Il est 30 000 fois plus massif que la Terre et représente 8% de la masse du Soleil. Une telle masse le classe dans une catégorie que le Dr Darren Baskill, enseignant en astronomie à l'université du Sussex, décrit comme situé entre une étoile et une planète. Les étoiles capables d'atteindre des vitesses aussi phénoménales sont extrêmement rares. Seules 1 ou 2 étoiles sur 1000 dans notre voisinage galactique atteignent une telle rapidité. Si vous deviez un jour en observer une se déplaçant aussi vite que cette énigme cosmique, vous la verriez quitter la Voie lactée en à peine quelques dizaines de millions d'années, un clin d'œil en termes de temps cosmique. Rappelons que de telles étoiles peuvent subsister pendant des dizaines de milliards d'années. Bien que le mystérieux WIS J1249 ne voyage qu'à 0,001% de la vitesse de la lumière, sa vélocité reste suffisamment élevée pour potentiellement échapper à l'attraction gravitationnelle de notre galaxie et filer dans l'espace intergalactique. Pour mieux saisir l'ampleur de sa vitesse, sachez que J1249 dépasse de 2,6 fois celle de la sonde spatiale la plus rapide jamais lancée, la sonde solaire Parker, qui atteignit son pic de vitesse en juin 2024 en orbitant autour du Soleil. J1249 a été découvert par des bénévoles du projet Backyard Worlds, Planète 9 de la NASA. Ces chercheurs analysent les images rapportées par les missions Wide Field Infrared Explorer et NEOWISE, scrutant tous signes dignes d'intérêt. 3 d'entre eux ont repéré un point rapide et diffus traversant les images de WISE. Lorsqu'ils ont compris la nature de leur découverte, ils ont été submergés d'enthousiasme, bien qu'ils aient d'abord pensé que cet objet spatial avait déjà été signalé. Pourtant, à leur grande surprise, ce n'était pas le cas. Actuellement, la majorité des scientifiques estiment que CWIS J1249
pourrait être soit une étoile de faible masse, soit une naine brune. Ce type d'étoile, plus grand qu'une planète, n'a cependant pas la taille nécessaire pour entretenir une fusion nucléaire en son cœur, comme le fait notre Soleil. En d'autres termes, ces astres n'ont pas une masse suffisante pour que leur noyau puisse brûler son carburant stellaire et rayonner. C'est pour cette raison que les naines brunes, souvent qualifiées d'étoiles ratées, sont plus petites et plus froides que le Soleil. Elles présentent même des atmosphères complexes, similaires à celles des planètes, comportant notamment des nuages et des molécules telles que l'eau. Afin de vérifier cette hypothèse, les astronomes ont poursuivi leurs observations à l'aide de télescopes terrestres. Ils ont rapidement détecté une composition chimique inhabituelle pour l'objet, affichant des niveaux de fer et d'autres métaux bien inférieurs à ceux des étoiles ou des naines brunes ordinaires. Cela a conduit la NASA à émettre une hypothèse audacieuse. J1249 pourrait être l'une des étoiles les plus anciennes jamais identifiées dans notre galaxie. Ce bouleversement suscite une question. Pourquoi cette étoile hypothétique se déplace-t-elle aussi rapidement? Les chercheurs envisagent plusieurs scénarios. L'un d'eux suppose qu'il s'agirait des restes d'un système stellaire binaire, dont l'un des membres, une naine blanche, aurait explosé en supernova après avoir absorbé trop de matière issue de J1249. Une autre hypothèse suggère que l'étoile pourrait provenir d'un amas stellaire qui se serait disloqué après avoir rencontré deux trous noirs. Selon les spécialistes, l'une des manières d'atteindre une telle vélocité est de se diriger vers un objet massif, mais sans l'atteindre, ce qui produit un effet de fronde gravitationnelle. Ce phénomène est exploité pour faire accélérer les sondes spatiales, leur permettant d'explorer le système solaire dans une échelle de temps raisonnable. La vitesse de J1249 pourrait s'expliquer par un mécanisme similaire. L'étoile aurait pu naître dans le noyau surpeuplé de la galaxie, filer vers une autre étoile sans la percuter, et gagner ainsi une vitesse extrême. Laissons désormais les astronomes poursuivre leurs investigations pour confirmer cette hypothèse fascinante. Pendant ce temps, dirigeons-nous vers le système binaire 55 Cancri, situé à 41 années-lumière de la Terre. Ce système héberge une planète étonnante, 55 Cancri, alias Janssen. Cette super-Terre, 8 fois plus massive que notre planète, orbite autour de son étoile en un peu plus de 17 heures, soit une année bien plus courte qu'un jour terrestre. En outre, la planète est 25 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil, ce qui explique que sa surface atteigne une température infernale de 2400 degrés Celsius. C'est suffisamment chaud pour faire fondre la plupart des métaux connus. En 2010, des chercheurs ont découvert que l'étoile haute de 55 Cancri présentait un rapport carbone-oxygène particulièrement élevé. Si ce même rapport s'appliquait également à la planète, celle-ci pourrait receler d'immenses quantités de carbone, et le plus incroyable, ce carbone pourrait exister sous forme de diamant. Cela ferait de 55 Cancri une véritable planète joyau. Malheureusement, des études ultérieures ont révélé que ce rapport carbone-oxygène était moins extrême qu'on ne l'avait initialement pensé, rendant peu probable l'existence d'un monde incrusté de gemmes. Toutefois, la composition des planètes ne reflète pas toujours exactement celle de leur étoile haute. Si un processus externe avait enrichi la quantité de carbone sur 55 Cancri, elle pourrait tout de même rester la planète la plus précieuse de l'univers. Cela vaudrait certainement le détour. Mais laissons derrière nous cette planète diamant pour nous rendre à Vega, l'une des étoiles les plus brillantes et les plus importantes du ciel nocturne. La luminosité des autres étoiles est évaluée par rapport à celle de Vega, sur une échelle où sa propre magnitude se situe à 0. Une étoile de magnitude 1 est 2,5 fois moins lumineuse que Vega, tandis qu'une étoile de magnitude -1 est 2,5 fois plus brillante. Vega a également été une étoile polaire, bien que ce ne soit plus le cas. Aujourd'hui, l'axe de la Terre pointe vers Polaris, l'étoile du Nord. Cependant, l'inclinaison axiale de la Terre dessine un cercle sur une période d'environ 26 000 ans, et Vega redeviendra l'étoile polaire d'ici environ 12 000 ans. Patience. Ce qui distingue véritablement Vega des autres étoiles, c'est qu'elle n'a pas une forme sphérique parfaite. Contrairement au Soleil, qui tourne lentement et est pratiquement sphérique, Vega effectue une rotation complète en seulement 12 heures et demie. Cette rotation rapide provoque un renflement équatorial, lui donnant une apparence ovoïde.
Et maintenant, préparez-vous à la rencontre la plus périlleuse de toutes. Mais avant cela, un avertissement s'impose. Bien que l'espace soit d'une immensité inconcevable, il est extrêmement peu densément peuplé. La densité moyenne de l'univers équivaut à 6 protons dans un volume d'1 mètre cube. Certaines régions, appelées vides ou supervides, contiennent encore moins de matière. Ces zones sont colossales. Elles peuvent s'étendre sur 30 à 300 millions d'années-lumière, et presque rien ne s'y trouve. On trouve également dans l'univers des endroits où le temps et l'espace se déforment de façon à défier toute compréhension humaine, comme les systèmes de trous noirs binaires, où 2 trous noirs massifs gravitent autour l'un de l'autre avant de finir par fusionner. À mesure qu'ils se rapprochent en spirale, ils émettent de puissantes ondes gravitationnelles qui se propagent à travers l'espace-temps. La première détection de ces ondes a été réalisée en 2015 par le Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO, lorsqu'il a enregistré la collision finale d'une paire de trous noirs. Durant les 20 millisecondes précédant la fusion, ces trous noirs ont libéré plus d'énergie gravitationnelle que la totalité de l'énergie émise par toutes les étoiles de l'univers observables pendant la même période. Mais l'univers a bien plus à offrir. En explorant davantage, vous pourriez tomber sur des exoplanètes comme Coro T7b, où des nuages de roches se forment et déversent des pluies de pierres, ou KILT 9b, la planète la plus chaude connue, avec des températures de surface atteignant les 4300 degrés Celsius, ou encore TRE 2b, la planète la plus sombre jamais découverte. Elle absorbe plus de 99% de la lumière qu'elle reçoit, la rendant plus noire que le charbon. Ainsi, à l'échelle vaste et presque insondable du cosmos, des objets rapides et mystérieux, des planètes étranges et des vides immenses nous rappellent combien il reste encore à découvrir de l'univers. Juste après sa création, le cosmos était plongé dans l'obscurité. Je n'y étais pas personnellement, mais c'est ce que pensent la plupart des scientifiques. Toutes les étoiles étaient donc cachées derrière un épais brouillard de gaz primordiaux. Puis, tout à coup, quelque chose a dissipé ce brouillard et l'univers s'est mis à briller, comme s'il s'était enfin réveillé. Mais comment cela s'est-il produit? 8 galaxies peu lumineuses récemment découvertes pourraient nous apporter une réponse. Le Big Bang a créé notre monde il y a environ 13,8 milliards d'années. Au début, il n'y avait qu'une soupe de particules en ébullition, très chaude et chaotique. Mais au fil du temps, les choses se sont refroidies, et les particules ont fini par se coller les unes aux autres. C'est ainsi que les atomes sont apparus. Un peu d'hélium, mais surtout de l'hydrogène, le tout premier élément. Ces premiers éléments ont créé d'épais nuages de gaz, très opaques. Ensuite, les premières étoiles ont commencé à se former. Elles étaient incroyablement brillantes. Elles émettaient beaucoup de lumière, y compris des rayons ultraviolets. Mais malgré cela, une grande partie de leur lumière ne pouvait pas se propager très loin à cause de ce méchant brouillard d'hydrogène. Les nuages de gaz absorbaient et dispersaient toutes les petites particules de lumière. C'est comme si la lumière était piégée autour des étoiles. Cet âge sombre a duré des centaines de millions d'années. Puis tout a changé. Récemment, le télescope spatial James Webb a repéré d'anciennes galaxies naines datant de cette époque. Il s'avère que ce sont elles que nous devrions remercier pour avoir illuminé l'univers. À l'époque, ces galaxies étaient remplies d'étoiles primitives. Ces étoiles émettaient un rayonnement si puissant qu'ils parvenaient non seulement à dominer, mais aussi à briser les atomes d'hydrogène présents dans le brouillard. Ils les transformaient en particules chargées, en des particules qui transportent un peu d'électricité, appelées ions. Petit à petit, le brouillard s'est dissipé. Ce processus de dissipation du brouillard s'appelle la rayonisation. Et cette belle époque est connue sous le nom de âge de rayonisation. Enfin, la lumière a pu voyager dans tous les coins de l'univers, ce qui a vraiment changé la donne, tout comme le siècle des lumières de l'homme. Pour trouver ces petits allumeurs, les astronomes ont utilisé une technique appelée lentille gravitationnelle. Imaginez que la lumière voyage dans l'espace comme un faisceau rectiligne. Mais comme tout ce qui existe dans notre monde, y compris le temps, la lumière obéit à la gravité. Si elle est trop forte, elle déformera les faisceaux lumineux. Ainsi, lorsque les faisceaux passent à proximité d'un objet massif, la gravité de l'objet les attire, courbant et déformant leur trajectoire. C'est pourquoi les trous noirs ont l'air si effrayants. Ils étirent les étoiles et tout l'espace autour d'elles comme des tourbillons. Mais ce n'est pas si effrayant, en fait. Un verre ordinaire, ou une loupe, fait quelque chose de similaire.
d'où le nom de lentille gravitationnelle. Lorsque l'objet qui fait office de lentille est incroyablement massif, il déforme la lumière en de multiples images du même objet, créant ainsi une structure à la fois effrayante et fascinante qu'on appelle un anneau d'Einstein. En revanche, si l'objet n'est pas très grand, la courbure est moins spectaculaire et déforme légèrement la forme de l'objet en arrière-plan, lui donnant l'air un peu étiré. L'effet de lentille gravitationnelle permet également aux scientifiques d'étudier la mystérieuse matière noire. Si la lumière semble étirée, et que cet étirement n'est pas uniquement dû à la présence d'objets massifs à proximité, il se peut que ce soit quelque chose d'invisible et de lourd qui la courbe. Ces 8 galaxies étant trop peu lumineuses, les scientifiques ont dû recourir à cette astuce gravitationnelle pour les observer. Les chercheurs ont donc étudié la lumière de galaxies vieilles de plus de 13 milliards d'années. Ils se sont concentrés sur un amas galactique appelé Abell 2744, également connu sous le nom d'amas de Pandore. Ces découvertes leur ont permis de comprendre comment ces petits bonshommes ont joué un rôle considérable dans la transformation de l'univers primitif. Le télescope James Webb est un outil incroyable qui pourrait bientôt nous permettre de nous pencher sur des périodes encore plus anciennes, datant de l'aube cosmique, lorsque l'univers n'était âgé que de quelques millions d'années. Un autre outil formidable, le télescope spatial Nancy Grace Roman, va l'aider. Il est également possible que ces galaxies n'aient pas fait tout ce travail toutes seules. Ces premières étoiles massives étaient absolument terrifiantes. Selon certaines estimations, elles étaient de 30 à 300 fois plus massives que notre Soleil, et des millions de fois plus brillantes. Les étoiles modernes contiennent des éléments lourds, mais à l'époque, elles utilisaient les seuls éléments disponibles, l'hydrogène et l'hélium, ce qui explique pourquoi elles étaient si chaudes et brillantes. Mais elles avaient aussi une durée de vie très courte, de quelques millions d'années seulement. À titre de comparaison, notre Soleil a 4 milliards 600 millions d'années, et il est toujours en activité, heureusement pour nous. À la fin de leur vie, elles se sont transformées en supernovas. Ces explosions d'énergie colorée étaient si puissantes qu'elles ont forgé les premiers éléments lourds de notre monde et les ont disséminés dans tout l'univers, plantant ainsi les premières graines des futures planètes. Mais les étoiles elles-mêmes n'ont pas simplement disparu. Elles se sont effondrées sous l'effet de leur gravité, créant les premiers trous noirs. Or, les trous noirs sont également connus pour produire des quantités insensées de radiation. Il est donc possible qu'ils aient contribué à accélérer la dissipation du brouillard. Ironiquement, ils auraient contribué à faire briller l'univers en aspirant la lumière. Des découvertes récentes montrent que les trous noirs pourraient être beaucoup plus anciens qu'on ne le pensait. Ils ont probablement participé à la formation de nouvelles étoiles et galaxies. Leur masse était des millions, voire des milliards de fois supérieure à celle du Soleil. Le télescope James Webb a déjà découvert une paire de quasars précoces. C'est ainsi que l'on appelle les centres brillants des galaxies, alimentés par des trous noirs supermassifs. Ils sont assez étranges. Ils ont fusionné 900 millions d'années seulement après le Big Bang. Il pourrait s'agir de la paire de quasars en fusion la plus ancienne et la plus éloignée jamais découverte. Le télescope a également étudié ce que l'on appelle les phares cosmiques. En langage scientifique, ce sont des pulsars. Les pulsars sont des vestiges très denses d'étoiles massives. Ils se forment à partir d'étoiles qui étaient autrefois 4 à 8 fois plus massives que notre Soleil. L'une de leurs caractéristiques les plus remarquables est la vitesse à laquelle ils tournent sur eux-mêmes. Ils font partie des objets les plus rapides de l'univers. Ils peuvent effectuer environ 700 rotations en une seule seconde. Ils doivent leur nom au fait qu'ils se comportent comme des phares, c'est-à-dire qu'ils émettent des ondes radio clignotantes. Ces faisceaux de rayonnement parcouraient le ciel, créant un signal en forme d'impulsion que nous sommes en mesure de détecter. Une étoile fonctionne essentiellement de la manière suivante. La fusion nucléaire se produit à l'intérieur de son noyau. Les atomes se fondent les uns dans les autres, se déplacent à des vitesses folles, se bousculent et libèrent une quantité incroyable d'énergie. Voilà pourquoi elles émettent autant de lumière et de chaleur. Bien sûr, toute cette pression est dirigée vers l'extérieur. C'est un peu comme si l'étoile transpirait à grosses gouttes dans un effort pour se dilater. Plus la fusion est importante, plus l'étoile devient puissante. De l'autre côté, la gravité tire l'étoile vers l'intérieur, cherchant à la comprimer pour qu'elle conserve sa forme de petite boule dense. Tant qu'il y a un équilibre, l'étoile continue à vivre. Mais lorsqu'elle vieillit et qu'elle épuise tout son combustible nucléaire,
elle devient trop faible pour produire l'énergie dont elle a besoin et ne peut plus lutter contre la gravité. C'est alors qu'elle s'effondre sous son propre poids et explose en supernova. Il ne reste alors plus que le cœur de l'étoile, qui est désormais réduit à une échelle incroyablement réduite, comprise entre 19 et 27 km de diamètre, soit à peu près la taille d'une ville. On appelle ce noyau dense une étoile à neutrons. La matière contenue dans une étoile à neutrons est si dense qu'une seule cuillère à café pèserait jusqu'à 4 milliards de tonnes, soit l'équivalent de 10 000 Empire State Buildings. Tout cet effondrement déclenche une réaction qui fait tourner l'étoile à neutrons à toute vitesse et donne naissance à un pulsar. Un peu comme lorsqu'un patineur sur glace se met à tourner plus vite en croisant ses bras sur son corps. Les pulsars sont souvent accompagnés d'une étoile plus petite. Il n'y a pas si longtemps, des astronomes ont découvert un pulsar qui, pour une raison inconnue, était entouré d'un grand nombre de matériaux énergétiques. Ils se sont rendus compte que toute cette matière était le vestige d'une autre étoile beaucoup plus grosse. Il s'avère que le pulsar avait lentement détruit son ami avec ses terribles radiations et particules, jusqu'à l'avoir pratiquement dévoré. C'est un peu comme une veuve noire qui dévore son compagnon. Ces systèmes ont donc été qualifiés de pulsars veuve noire. Quoi qu'il en soit, ces phares ont très probablement contribué au processus de rayonisation. Il y a longtemps, ils étaient des étoiles très énergétiques dans de petites galaxies. Et ils émettaient suffisamment de rayonnement pour transformer l'univers primitif. Le télescope James Webb a pour mission de trouver d'autres phares et de déterminer le rôle qu'ils ont joué dans l'évolution de notre univers. Y a-t-il un gigantesque méga-soleil au centre de notre Voie lactée? Les scientifiques ont effectivement cru cela pendant un certain temps, car c'est la région la plus lumineuse de la galaxie. Elle contient des millions d'étoiles concentrées dans une zone restreinte, appelée le bulbe galactique. Le bulbe galactique renferme une densité d'étoiles, par année-lumière bien supérieure à celle de toute autre partie de la galaxie. Il peut être jusqu'à 10 millions de fois plus dense que notre secteur. Parfois, les étoiles y sont séparées par seulement 5 jours-lumière, ce qui correspondrait à la présence d'une autre étoile dans notre système solaire, à peine au-delà de Pluton, à l'échelle spatiale. Mais qu'est-ce qui explique une telle densité? Lors de la formation des galaxies, de grandes quantités de gaz et de poussière se réunissent sous l'influence de la gravité. Ces matériaux s'accumulent et finissent par former des étoiles. La gravité et le moment cinétique trouvent un équilibre, donnant lieu à une structure en disque plat avec un cœur dense et lumineux, présentant souvent une forme bombée. Les étoiles poursuivent leur existence tranquille, et lorsqu'elles atteignent la fin de leur cycle de vie, elles s'effondrent sous leur propre poids, ce qui entraîne la formation d'un trou noir. Les trous noirs sont avides de tout ce qui les entoure, et plus ils absorbent de matière, plus ils grossissent. Et quel meilleur endroit pour un festin cosmique que le centre de la galaxie, où la matière est rassemblée en abondance. Lorsque le trou noir commence à engloutir le gaz et la poussière environnant, il forme un disque d'accrétion. À mesure que cette matière spirale vers le trou noir, elle s'échauffe et libère une grande quantité d'énergie, rendant ainsi le centre de la galaxie encore plus brillant. C'est pourquoi l'on trouve à la fois des trous noirs supermassifs et des bulbes galactiques au centre de toutes les galaxies. Le bulbe galactique situé au centre de la Voie lactée a une forme légèrement elliptique. C'est ce qu'on appelle un bulbe classique. Les étoiles dans cette région diffèrent de notre Soleil. Elles se déplacent de manière aléatoire dans toutes les directions et tous les plans possibles. Et chacune a une vitesse différente. La gravité y est donc chaotique, ce qui donne au bulbe une apparence proche d'une sphère ou d'une ellipse. Étant les premières à se former, ces zones abritent certaines des étoiles les plus anciennes de notre galaxie. Cependant, il existe également des régions de formation stellaire, peuplées de jeunes étoiles massives, âgées de moins de 100 millions d'années. À mesure que nous nous éloignons du centre, l'environnement devient plus paisible. Les étoiles commencent à tourner de manière régulière et se stabilisent. Actuellement, la Terre se trouve dans l'un des bras spiraux de la Voie lactée, nommé le bras d'Orion, situé à une grande distance du bulbe galactique. Dans notre voisinage, les étoiles sont généralement séparées par 4 ou 5 années-lumière. Cela implique que la majeure partie d'une galaxie est en réalité constituée d'un espace noir et vide. Notre trou noir s'appelle Sagittaire à étoiles. Il est immense, avec une masse représentant environ 4 millions de fois celle de notre Soleil. Sa taille est également d'environ 51 millions de kilomètres de diamètre, ce qui est comparable à la distance entre Mercure et le Soleil. Mais ne vous inquiétez pas,
ils ne menacent pas d'engloutir la Voie lactée ni de nous absorber. Ces trous noirs sont en réalité très petits comparés à l'ensemble de la galaxie et ne peuvent consommer que ce qui se trouve à proximité. Actuellement, de nombreuses étoiles orbitent autour de Sagittarius A étoile. Bien qu'il émette une énorme quantité d'énergie, sa lumière est difficile à observer depuis la Terre sans un important effort scientifique. Mais pourquoi ne voyons-nous pas le centre de notre propre galaxie? Le bulbe galactique est si lumineux qu'à 26 000 années-lumière de distance, nous devrions le voir briller intensément dans notre ciel. Et pourtant, ce n'est pas le cas. La raison en est la poussière interstellaire. Il y a une grande quantité de poussière entre nous et le noyau galactique, ce qui absorbe la majorité de la lumière visible. Nous ne pouvons observer le noyau galactique qu'en utilisant d'autres types de lumière, comme l'infrarouge proche ou les rayons gamma. La NASA dispose d'images du noyau prises dans différents types de lumière, montrant à quel point le centre est extrêmement lumineux sans la poussière qui obstrue notre vue. Cependant, toutes les régions lumineuses ne sont pas cachées par le gaz et la poussière. Par exemple, lorsqu'on observe des amas denses comme Messier 13, les étoiles sont si proches les unes des autres qu'elles apparaissent comme une simple tache blanche. La plupart des télescopes ne peuvent pas les distinguer. La galaxie satellite M32, notre voisine près de la galaxie d'Andromède, contient environ 84 étoiles par année-lumière. Sa densité est telle que même le télescope spatial Hubble ne parvient pas à traiter les étoiles individuellement. Pour se faire une idée, notre système solaire mesure environ 2 années-lumière de long. Si nous étions là-bas, nous pourrions apercevoir environ 168 astres à travers la fenêtre. Le système stellaire le plus proche de nous est Alpha Centauri, situé à environ 4 années-lumière du Soleil. S'il se trouvait à quelques jours-lumière seulement, il brillerait beaucoup plus intensément que la pleine Lune. Ainsi, si nous parvenions à survivre dans des régions d'étoiles extrêmement denses, le ciel serait entièrement blanc toute la journée. Mais il est peu probable que cela soit réalisable. À mesure que l'on se rapproche du centre de la Voie lactée, les chances de trouver de la vie deviennent extrêmement faibles. La gravité des étoiles y est extrême, avec des mouvements imprévisibles, laissant peu de place pour d'autres objets. Sur ces rares planètes, les radiations des rayons cosmiques sont incroyablement élevées. Les explosions de supernovas et les collisions d'étoiles à proximité deviennent fréquentes, et le gaz environnant rend presque impossible la respiration, ou même une vision claire. En revanche, à mesure que l'on s'éloigne, le nombre d'étoiles diminue. Les éléments essentiels à la vie, comme le carbone, l'oxygène et le fer, produits par les étoiles, deviennent également moins nombreux. Trop de radiations sont néfastes, mais des radiations trop faibles signifient qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie pour soutenir des réactions chimiques cruciales, telles que la photosynthèse. C'est pourquoi, si la vie extraterrestre existe, elle se trouverait probablement quelque part dans des régions plus centrales des galaxies. Mais certaines galaxies doivent avoir leur éclat à un noyau galactique actif. Ce sont des régions extrêmement énergétiques, situées au centre de certaines galaxies. Elles brillent de manière bien plus intense que n'importe quelle étoile imaginable. Cependant, leur luminosité se manifeste principalement dans certaines parties du spectre électromagnétique. Cette luminosité ne provient pas des étoiles, mais du disque d'accrétion entourant leur trou noir supermassif. Au fur et à mesure que la matière tombe lentement dans un trou noir, elle s'accumule autour de celui-ci, et forme un disque plat, de gaz, de poussière et d'autres éléments en rotation. En raison des conditions extrêmes de gravité et de friction, ce disque chauffe et commence à émettre d'énormes quantités d'énergie. De plus, ce disque tourne à une vitesse presque égale à celle de la lumière. En conséquence, des collisions se produisent en permanence et sont d'une puissance inimaginable, libérant encore plus d'énergie. La plupart des galaxies ne possèdent pas de noyau actif de galaxie, ou NAG. Celles qui en ont, comme la galaxie M427 dans la constellation de la Vierge, sont appelées des galaxies actives. Il existe également différents types de NAG, tels que les galaxies de Seyfert, les galaxies radio, et enfin les quasars, qui sont les champions en termes de luminosité spatiale. Imaginez des objets si éclatants qu'ils peuvent surpasser la luminosité de l'ensemble de la galaxie à laquelle ils appartiennent. Les quasars sont un type particulier de noyau galactique actif, la forme la plus extrême et la plus brillante. Ils sont associés aux trous noirs supermassifs, les plus grands de notre univers. Les quasars sont comme une combinaison de plusieurs phénomènes. Tout d'abord, ce sont les disques d'accrétion les plus brillants que l'on puisse observer, grâce à leurs énormes trous noirs qui absorbent tout ce qui les entoure. Ils possèdent également des caractéristiques remarquables. Des jets puissants de particules qui jaillissent des pôles du trou noir à des vitesses proches de celles de la lumière. Ces jets augmentent la luminosité du quasar,
bien qu'ils ne puissent être détectés que sous la forme d'ondes radio. L'énergie qu'ils émettent est telle qu'ils peuvent être observés à des milliards d'années-lumière. Cependant, le quasar le plus proche se situe à 600 millions d'années-lumière, ce qui rend son observation impossible avec des télescopes amateurs. Ainsi, lorsque nous observons une galaxie au moyen d'un télescope, nous ne voyons généralement que le noyau le plus lumineux en négligeant les parties externes. Hélas, nos yeux ne sont tout simplement pas faits pour percevoir des objets comme les noyaux actifs galactiques. C'est pourquoi ces étoiles sont parmi les plus brillantes que nous puissions voir. Mais quel spectacle étourdissant!